l'indépendance du Liban. Une date, le 22 novembre 1943. Un drapeau hissé, un peuple dans la rue et des hommes emprisonnés à la Chaïa. Mais derrière cette image d'unité se cache une histoire bien plus complexe. Celle d'un pays en quête d'identité, influencé par l'étranger. Tout commence en 1920. Le général Gouraud proclame à Beyrouth la naissance du Grand Liban, sous mandat français. Un État neuf, mais déjà tiraillé entre deux imaginaires. Celui d'une nation tournée vers l'Occident et celui d'un peuple enraciné en Orient. 23 ans durant, Paris tient l'armée, la monnaie, la diplomatie et dit préparer l'indépendance. Dans les coulisses pourtant, une génération s'organise. Bchar al-Khouri, Riyad Salah, d'autres, misent sur la négociation, l'opinion publique et un rapport de force qui, tôt ou tard, basculera. En novembre 1943, le bras de fer éclate. Le Parlement libanais abroge les articles constitutionnels qui garantissaient le pouvoir français. Le haut-commissaire Jean Helleu réagit immédiatement. Il fait arrêter le président Bchar al-Khouri, le premier ministre Riyad Salah et plusieurs ministres. Ils sont enfermés dans la citadelle de la Chaïa. Mais cette fois, le peuple descend dans la rue. À Beyrouth, Tripoli, Zahle, Saïda, Pchemoun, les Libanais se soulèvent. Sous la pression populaire, mais aussi celle des Britanniques, la France finit par céder. Le 22 novembre 1943, les prisonniers sont libérés. Le Liban devient indépendant. Une indépendance sans guerre, mais pas sans douleur. Car l'unité de 1943 repose sur un pacte fragile, le pacte national. Un accord non écrit entre Bchar al-Khouri et Riyad Salah, qui se veut entre chrétiens et musulmans. Une double négation qui fait renoncer, en théorie, toute velléité de rattachement ou de protection par l'Est arabe ou l'Ouest occidental. Une sorte de neutralité en gros. Un compromis historique, fondateur et porteur de tensions, qui des décennies plus tard mèneront à des guerres destructrices. Ce compromis n'arrive pas dans le vide. Dès l'époque ottomane tardive, la pratique confessionnelle irrigue la vie publique. La Constitution de 1926 et sa réforme de 1943 tracent et reconnaissent une réalité. Le confessionnalisme politique est un provisoire, mais qui s'installe. L'article 95 en trace même l'horizon. Abolir, un jour, la répartition politique confessionnelle, selon un plan transitoire. Une promesse souvent rappelée, mais rarement tenue. Reste l'essentiel. 1943 met au monde une méthode libanaise. Elle n'est ni une capitulation, ni une victoire totale. C'est un art du possible, un système de contrepoids, de deals, d'ajustements successifs. Il a préservé l'indépendance, permis l'alternance, ouvert des espaces de liberté. Mais il a aussi figé des réflexes sectaires, nourri des clientélismes, ouvert la porte à toutes les ingérences étrangères et trop souvent confondu équilibre et immobilisme. Au fil des décennies, la donne évolue. Les guerres, les interventions étrangères, l'accord de Taïf en 1989, les mobilisations citoyennes. Chaque fois, la même question. Comment faire tenir un pays ensemble sans l'enfermer dans ses appartenances communautaires? Comment faire vivre une indépendance qui ne soit pas seulement diplomatique, mais aussi institutionnelle, économique, sociale? Aujourd'hui encore, chaque 22 novembre, le Liban célèbre son indépendance. Mais derrière les défilés militaires et les discours officiels, beaucoup se posent la même question. Sommes-nous vraiment libres? Parce qu'en réalité, l'histoire de l'indépendance du Liban, c'est l'histoire d'une indépendance toujours inachevée.